Bienvenue à cette troisième édition de la conférence Ecofi Investissement, actif pour le futur. Je vous demande d'accueillir tout de suite nos deux invités, Claude Gruffat et Christelle Fumé. Christelle Fumé, vous avez plus de 20 ans d'expérience en institut d'études. Qui connaît l'Institut Kantar? Levez la main. Qui a entendu parler de TNS Sofres? Bon, vous voyez, c'est le nouveau nom, Kantar, et il est encore inconnu. Alors aujourd'hui, vous vous occupez plus spécifiquement de tout ce qui est stratégie de la marque chez Kantar, et on va ensemble essayer de décrypter ces nouvelles tendances de consommation. On est également en compagnie de Claude Gruffat. Est-ce que je dois dire monsieur l'eurodéputé ou pas encore? C'est trop tôt, pas encore. Voilà. Si t'as pas élu. Alors, on explique la situation. Vous avez été élu le 13e homme sur la liste Europe Écologie Les Verts, c'est l'an dernier. Sauf que votre siège ne sera attribué que lorsque le Brexit sera effectué. Oui, c'est-à-dire que la France a 74 eurodéputés aujourd'hui. Les 47 Britanniques qui sortiront seront répartis sur l'ensemble des pays européens. La France en aura 5 de plus. Et moi, en France, je suis le 75e. Donc voilà, il y a 5 qui partiront. Voilà. Alors c'est surtout en tant que pape de la bio, si j'ose m'exprimer ainsi, puisque ça fait 35 ans que vous êtes intéressé au sujet, 25 ans chez Biocop et 15 ans à la tête de ce groupement. Vous avez toujours votre magasin aux alentours de Blois? Toujours. Voilà. Entrepreneur militant, animé par des valeurs de coopération, d'éthique. On va voir ça avec vous. Effectivement, ces nouvelles tendances de consommation. Je le disais, alors on va peut-être commencer avec vous, Christelle. Il faut nous éclairer. On a l'impression qu'effectivement, là, on est en train de changer. Alors, on ne va pas revenir évidemment sur les scandales alimentaires. On les a tous en tête. C'est, j'ai l'impression, plus la pression de la nouvelle génération. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont des enfants. Et là, on voit des modes de consommation totalement nouveaux avec des enfants ou des adolescents, en tout cas, qui ne veulent plus manger de viande, qui pensent au bien-être animal. Est-ce que là, on est sur quelque chose de sociologique qui est vraiment un tournant? Merci. Bonjour à tous. Alors, oui, effectivement, il y a des nouvelles générations qui poussent un petit peu les aînés, mais je ne réduirais pas les nouvelles tendances de consommation juste à l'impact des nouvelles générations. Puisque quand on regarde les enquêtes d'opinion, il y a un phénomène assez spectaculaire d'évolution des préoccupations des Français autour du climat et de l'environnement qui prend des proportions qui dépassent la seule question des millennials ou des jeunes. Kantar Public a mesuré qu'en un an, la préoccupation autour de l'environnement a pris 10 points dans l'opinion. C'est devenu la deuxième préoccupation des Français après le pouvoir d'achat. Et même certains autres instituts mettent la préoccupation de l'environnement en premier. Donc voilà, c'est au coude à coude avec le pouvoir d'achat. Et ça dépasse maintenant des questions qu'on voyait traditionnellement plus haut, comme la lutte contre le chômage ou la nécessité de faire baisser les impôts ou la lutte contre le terrorisme. Donc la question du climat, de l'environnement et de la prise en compte de ces enjeux dépasse la seule question des jeunes générations. Même si vous avez raison, les jeunes poussent un peu plus ces tendances-là et sont un peu prescripteurs aussi auprès de leurs parents, voire de leurs grands-parents. Est-ce qu'on a justement des données tangibles en ce qui concerne toutes les tendances, par exemple autour de la progression du bio ou des circuits courts, du local aussi? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Oui, alors je crois que c'est des chiffres de l'agence bio qui montrent que le chiffre d'affaires du bio a progressé de 150% en moins de 10 ans. Alors effectivement, on partait pas de très haut, donc c'est aussi assez logique, mais on voit bien qu'il y a une progression très forte du bio. Et dans le même temps, les volumes de vente en grande distribution, hypermarchés, supermarchés, stagnent, voire décroissent légèrement. Et dans ce contexte-là, le bio progresse, les magasins de proximité progressent également. Et il y a effectivement un nouveau paysage qui se dessine. Et il y a un mot-clé que je retiendrai aussi autour de ça, c'est la fragmentation. C'est-à-dire qu'avant, on était dans un modèle très dominant, celui de la grande distribution, de la grande surface, de l'hypermarché. Ce modèle-là ne disparaît pas. Je pense qu'il ne faut pas non plus tuer trop tôt ce modèle-là. Il est encore dominant.
malgré tout, il y a en fait une multiplication des réseaux de distribution, les circuits courts, les magasins de proximité, la seconde main, le bio, les grandes surfaces spécialisées, des enseignes comme Naturalia ou Biocoop, effectivement, qui sont des modèles spécialisés, mais aussi Internet, qui révolutionne aussi complètement les pratiques et les usages. Alors Claude Gruffat, vous étiez pionnier. C'est vrai qu'il y a 25 ans, si on revient un peu en arrière, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de gens effectivement dans vos magasins, on était loin des 150% d'augmentation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'est devenu mainstream puisque les grandes surfaces, on le voit, s'en emparent et même se posent en fer de lance avec des campagnes, avec For Good pour Carrefour par exemple, sur la bio et sur ces circuits. Moi, je voulais juste commencer en précisant c'est quoi la bio. On parle de quoi, en fait, quand on parle de bio? Historiquement, c'est arrivé en France et en Europe dans les années 60, quand l'agriculture... Enfin, on était après la guerre, on avait demandé... il y a eu des lois d'orientation agricole qui avaient demandé à l'agriculture de faire en sorte que le pays soit autonome en matière première alimentaire. C'était le sujet à l'époque. Et là arrive un modèle agricole qui est celui qu'on connaît aujourd'hui, qui a fait toute cette trajectoire depuis 70 ans, avec la chimie, etc., qui était en train d'arriver. Et là, on a des gens qui disent, mais on ne peut pas mettre de la chimie dans les sols durablement, parce qu'à ce moment, ça va poser un problème. Et puis, sur les animaux, on ne peut pas non plus tirer sur les animaux comme avec le productivisme, des techniques industrielles, etc., comme on le fait, parce qu'à un moment donné, ça va poser un problème, etc. Donc, ces gens ont écrit... En fait, c'est quoi les règles avec les mots d'aujourd'hui, ce n'est pas les mots de l'époque, les règles d'une agronomie durable. C'est quoi une agriculture et une agronomie durable? Une agronomie, c'est quoi? Et en fait, ce qui a été posé à ce moment-là, c'est de bien comprendre que la fabuleuse économie circulaire des lois de la vie, qui ont été inventées depuis plus de 2 milliards d'années par la nature, largement amplifiées par les forêts depuis 1 milliard d'années, la création de l'alliance entre le monde minéral et le monde végétal, la création du sol. Et le sol, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Et on parle beaucoup de la fertilité des sols aujourd'hui, qualitativement, parce qu'elle est en train d'évoluer, pas dans le bon sens depuis un siècle. Et la fabrication de ces sols, c'est la base des règles de fonctionnement de l'agronomie. C'est-à-dire qu'en bio, on nourrit un sol qui nourrit la plante. En agriculture conventionnelle, on nourrit directement la plante par des apports d'engrais chimiques et de solutions qui sont directement absorbables par la plante. Et quand on fait ça, on squeeze la vie du sol, donc on appauvrit la vie du sol. Donc c'est ça la grande différence. Et avec ça, c'est toute la base de ce qui fonde vraiment l'agriculture biologique. Donc ce qui est important là-dedans, c'est que... comment on rend durable avec une population qui augmente sur la planète considérablement. Dans les années 60, quand tous ces concepts est né, on était à peine 3 milliards d'habitants sur la planète. Aujourd'hui, on est plus de 7,5, avec des surfaces agricoles cultivables qui sont en train de diminuer sur la planète. On était à 1,7 milliard d'hectares cultivables dans les années 65. On est passé à 1,4 milliard d'hectares. Artificialisation des sols en Occident, désertification dans certains pays africains et ailleurs, par assèchement, sécheresse, etc. Donc on perd de la surface cultivable, ce qui veut dire que la surface disponible par habitant sur la planète, mécaniquement, arithmétiquement, oui, elle est en diminution. Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde en bio ? Évidemment que la question arrive derrière, se dire comment on arrive aujourd'hui. Alors, pour répondre à cette question, on part déjà du fait que l'agriculture conventionnelle dit qu'elle peut le faire, mais elle ne le fait pas en réalité. Elle ne le fait pas parce que, elle a un coût de production qui est tellement important que peu de gens sur la planète peuvent se payer ces produits-là. Et même chez nous, on ne se les paye pas, puisque ces produits de l'agroalimentaire arrivent sur le marché subventionnés. Donc ils ne sont pas à leur coût réel. Donc déjà là, on a un décalage au départ qui fait que ce n'est pas la solution. Et pour le deuxième regard pour dire que ce n'est pas la solution, si on veut aujourd'hui prendre la réalité des terres cultivables dans le monde, sur la réalité du monde agricole, on a 30 milliards de paysans qui sont avec la chimie et le tracteur. On a 300 milliards de paysans dans le monde qui sont avec le cheval et le fumier. Vous comprenez l'image. Et on en a 1,2 milliard qui sont à la houe. Avec zéro, voilà. Ceux qui sont avec la houe, ils produisent en moyenne 3 quintaux à l'hectare, équivalent production de blé, etc.
Si ces gens-là, on les accompagne pour qu'ils augmentent avec quelques connaissances rudimentaires, la gestion de la matière organique, facilement faisable, qui ne leur coûte rien, les techniques de la bio en fait, qui ne leur coûtent rien, et ça a été expérimenté des centaines et des milliers de fois. Ils doublent facilement leur production. Ils passent de 3 à 6 quintaux à l'hectare. 1 milliard de paysans qui fait 3 quintaux de plus à l'hectare, c'est plus de 3 milliards de quintaux supplémentaires en production dans le monde. C'est l'équivalent de la faim dans le monde. Donc la solution ne vient pas d'une agriculture extrêmement productiviste et coûteuse, elle va venir du fait de se préoccuper des sols qui produisent et des grandes surfaces qui produisent peu pour les faire produire un peu plus. Alors Christelle justement vient de nous dire que ça devient un enjeu majeur de préoccupation. On voit aussi effectivement dans les foyers que la bio est là de plus en plus. Pourtant c'est vrai que malgré le surcoût aujourd'hui, peut-être que ça reviendra à égalité avec l'agriculture conventionnelle, mais pour l'instant c'est vrai qu'il y a un surcoût, on le voit. D'ailleurs c'est peut-être un argument marketing, certaines marques bio. Est-ce que Christelle Fumé justement, on a quand même une tendance forte, on a vu l'accélération de la bio, maintenant dans le comportement, est-ce que vous voyez d'autres choses qui sont en train de bouger dans les groupes sociaux, etc. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au-delà de la bio, il y a une volonté d'aller vers davantage de qualité. Je l'évoquais, il y a un chiffre. En 2018, les ventes de produits du quotidien ont baissé en volume de près de 1%. En volume, mais en valeur, ils ont augmenté de 1,2%. C'est-à-dire qu'on consomme moins de produits, mais mieux, et on est prêt à payer davantage pour avoir des produits de qualité et davantage pérennes. Il y a de plus en plus de Français, et notamment parmi les millennials, les jeunes, effectivement, vous l'évoquiez, qui sont prêts à payer davantage et à donner du sens à leur consommation. J'ai parlé de climat, j'ai parlé de fragmentation. Il y a un autre mot-clé, effectivement, qui est important, c'est le sens. On a à peu près les 2/3 des Français, 62%, qui disent vouloir davantage consommer des biens durables, pérennes, et donner du sens à leur consommation, avoir une consommation qualitative. Et ce qui donne un peu un coup de boost, d'ailleurs, à des circuits comme les circuits de proximité, puisque les commerces de proximité, on le voit aussi, entretiennent du lien social, valorisent des savoir-faire, et ça, les Français y sont de plus en plus attachés. Et ça veut dire aussi que le modèle de la grande distribution doit un peu se réinventer et se réenchanter, puisque finalement, Internet sait très bien faire tous les piliers de la grande distribution classique, que sont le choix, le prix et, j'ai envie de dire, la déshumanisation. Maintenant, dans la grande distribution, il va falloir remettre de l'humain, remettre de la qualité. Et d'ailleurs, ils ont commencé à le faire, et on a quelques données qui indiquent que tous les nouveaux rayonnages autour des produits bio ont boosté aussi d'une certaine manière la consommation de ces produits, puisque la moitié du marché bio se fait en grande distribution. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a certains marchés ou certains produits qui sont en décroissance, qu'on achète moins, qu'on n'achète plus, qu'on boude ? Alors qu'on achète moins, oui, quand on regarde la viande, par exemple. Alors si on regarde sur le très long terme, on consomme plus de viande aujourd'hui que dans les années 70. Mais on en consomme moins que dans les années 90. Il y a eu un pic de consommation dans les années 90 de la viande, et depuis une vingtaine d'années, on en consomme moins, et notamment le bœuf. En fait, on consomme un peu plus de volaille, mais un peu moins de bœuf. Il y a eu le scandale de la vache folle qui a fait du mal à cette viande-là, mais aussi l'impression que c'était un élevage beaucoup plus, on va dire, destructeur pour l'environnement que la volaille, peut-être à tort. Mais en tout cas, la volaille n'a pas vraiment pâti, mais la viande de bœuf est une viande effectivement moins consommée aujourd'hui. Dans une moindre mesure, il y a le pain, il y a les produits laitiers, il y a effectivement des produits traditionnels qu'on consomme moins qu'il y a une vingtaine d'années. D'accord, on les consomme moins d'une manière générale, ou est-ce qu'il y a justement la bio qui prend le relais ? La bio prend le relais surtout sur l'épicerie, sur les fruits et légumes. Non, c'est plutôt une moindre consommation, effectivement, de ces produits-là. On parle aussi des modèles. C'est vrai que ce modèle des hyper des années 70 qui ont fait Flores, voilà, on aime, on n'aime pas. En tout cas, en région parisienne, on va plus souvent dans la supérette qui fleurise maintenant à tous les coins, à tous les carrefours, que pousser le caddie effectivement le samedi, comme on faisait peut-être il y a encore quelques années. Là aussi, c'est un mode, à votre avis, Claude Gruffat, qui va se transformer. On a besoin aujourd'hui, on recherche plus de sens, de proximité, de connaître la traçabilité des produits. Ça, c'est quelque chose qui ressort fort dans nos magasins. Les questions des consommateurs dans nos magasins, les premières questions, ça vient d'où ? C'est fait par qui ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Alors là, derrière, il y a toute la question des allergènes, etc., qui arrivent. Et puis des gens qui sont allergiques à différentes choses. Ça aussi, c'est un phénomène nouveau. On n'avait pas ça il y a 15 ans, 20 ans. Ça, c'est un phénomène qui s'intensifie énormément. Plus d'allergies. Ah oui, oui, énormément. Et un bébé sur deux qui naît en France en ce moment est concerné par une allergie de quelque chose. C'est énorme. Et alors, du coup, c'est pas dans les allées de la grande distribution ni sur Internet qu'on aura ces réponses à toutes ces questions. Donc, effectivement, c'est cette nouvelle curiosité, préoccupation, motivation, recherche aussi de sens. Et moi, je veux plus consommer des choses qui polluent. Comme moi, maintenant, je veux plus aller travailler chez Total. Ça va un peu ensemble, cette démarche de plus de responsabilisation. Et ben, ces questions-là, aujourd'hui, elles arrivent très fortement. Donc, elles ont segmenté énormément. C'est vrai qu'aujourd'hui, 36% de la distribution des produits bio se fait dans les magasins spécialisés. 18% en vente directe. Et 45% effectivement en grande distribution. Et ça, c'est quelque chose qui est une tendance qui reste, parce que c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui est déjà installé depuis plus d'une décennie, 15 ans, et ça continue sur ce terrain-là. Donc l'un ne remplace pas l'autre. On voit bien que la grande distribution ne prend pas la place des réseaux spécialisés, parce que c'est le comportement du consommateur, son questionnement, ses motivations et son regard sur son mode de consommation qui fait que c'est quelque chose qui devient stable. Et la place de la vente directe aura même plutôt tendance à augmenter. Et on parle des AMAP, on parle de toute la proximité des circuits courts, du marché, du petit marché qu'il y a dans les villages régulièrement, où les jeunes, les familles, etc., se rendent de plus en plus grand nombre, en fait, pour avoir le lien direct avec le producteur. Parce qu'il y a du lien, etc. Alors évidemment, ça fait le lien pour le cas aussi avec les investisseurs qui nous écoutent, puisque ces tendances de consommation, elles se retrouvent aussi dans l'économie. Est-ce que ça veut dire justement que demain, on a des modes de transformation, d'achat, de consommation qui sont en train de se transformer? Par exemple, sur l'alimentaire, on sait que c'est pas la portion congrue, mais ça a diminué. On dépense moins pour faire ses courses, on dépense plus dans les restaurants, etc. Là aussi, est-ce que vous observez chez Kantar des tendances ou des lignes de force comme ça qui se dégagent, Christelle Fumet? Probablement à l'avenir. Alors nous, on est très fort pour regarder ce que pensent et ce que font les gens aujourd'hui, un petit peu moins pour faire de la prospective, mais quand même, on remarque quelques tendances. À l'avenir, il y aura probablement une multitude d'usages et une fragmentation des comportements à l'échelle individuelle et collective, parce qu'on peut passer effectivement du commerce de proximité à la grande surface, de la grande surface au magasin spécialisé, du magasin spécialisé à Internet, et tout ça pour la même personne en fonction du temps qu'il a, du moment, du besoin, du produit, et il y a finalement une coexistence de plusieurs modèles de consommation possibles. Après, il faut voir aussi qu'il y a la démographie qui joue beaucoup. Le modèle de la grande distribution, il est moins adapté à une société qui vieillit et où de plus en plus de gens vivent seuls. Et ça aussi, c'est une tendance qui, pour le coup, va s'accentuer. De plus en plus de gens vivent seuls, donc consomment moins, ont besoin de petites portions. Et ça aussi, les distributeurs et les marques doivent s'adapter à ça. Et il y a aussi la question des modifications de comportement tout au long de la vie. On voit des différences de comportement entre les seniors d'aujourd'hui et les jeunes, mais parfois dans nos enquêtes, on a du mal à démêler ce qui relève d'un enjeu, d'un phénomène générationnel et donc d'une modification sociétale, ou ce qui relève d'un changement lié aux périodes de la vie. On ne consomme pas de la même manière quand on est senior, quand on a 2 enfants ou quand on est jeune urbain. Et il y a aussi le reflet de ces attentes différentes entre les milieux ruraux, les milieux urbains, les jeunes, les moins jeunes, les familles, les célibataires qui vivent seuls, etc. J'ai l'impression, en vous écoutant parler, qu'on a une segmentation à travers des groupes qui est de plus en plus fine. Finalement, on a des tribus, comme on dit, qui sont différentes des populations, et qu'en plus, on a accès peut-être à différents et davantage de canaux de consommation qu'il y a quelques années. Absolument, et le consommateur devient aussi expert. Il s'informe beaucoup plus qu'avant. Alors ça, c'est Internet qui le permet. Il est expert, il va aller beaucoup regarder la composition des produits, s'informer beaucoup plus sur la manière dont ils sont produits. Il y a les applications type Yuka qui sont vraiment des
on en est qu'au début, qu'aux prémices de ce type d'application. On explique, je ne sais pas si vous connaissez les applications Yuka, qui les utilise, peut-être pour faire son marché, si quand même. Les gens sont... On explique en 2 mots ce que c'est, pour ceux qui ne savent pas, voilà, comment ça fonctionne. En fait, on scanne un produit, c'est ça ? Voilà, c'est des applications qui permettent de scanner, on scanne le code barre du produit et s'affiche la composition nutritionnelle. Généralement, il y a un petit score aussi qui précise si ce produit est plutôt bon ou moins bon pour la santé en fonction d'un apport de calories, de graisses, etc. Pour le moment, ce sont des applis qui sont souvent dédiées justement à l'apport nutritionnel, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'elles se développent sur le bilan carbone du produit, avec l'emballage, la manière dont il est conçu, le nombre de kilomètres qu'il a dû faire, enfin, etc. Donc on n'en est qu'aux prémices de ce que ces applis permettent de faire. Aujourd'hui, selon l'étude d'un confrère, il y a à peu près 3 Français sur 10 qui ont déjà utilisé ces applis. Donc il y a une marge de progrès assez importante encore pour ces applis. Donc le consommateur devient aussi expert. Il a l'impression qu'à travers ces outils, il peut influencer les industriels, la manière dont les produits sont conçus, et il ne se prive pas de le faire. Mais ça, c'est une réalité, puisque ça devient même un argument marketing. Absolument. Certains disent, voilà, on vous a écouté, il n'y a plus de nitrite dans le jambon. Bon, donc c'est une avancée. Alors, le consommateur est expert, le consommateur aussi, il vote finalement avec son portefeuille. Peut-être parce qu'il s'est rendu compte aussi que on mangeait pas forcément des trucs très très bons tout le temps. Oui, alors il y a une prise de conscience qui se fait progressivement sur le lien de la qualité de la santé avec la qualité de l'alimentation. Et ça aussi, c'est assez récent, ce lien. Mais c'est bien le fait de l'acculturation progressive qui se fait sur qualité de l'aliment, mais après, c'est pas du mono-aliment, c'est comment on mange dans la complexité du bol alimentaire, du repas, etc., qui intervient aussi. C'est là aussi où les magasins spécialisés, etc., jouent un rôle, parce que du coup, il y a un accompagnement conseil sur ces questions qui sont en éveil, et on n'apprend pas ça à l'école, en fait, malheureusement. Comment bien manger, comment s'alimenter, etc. Sauf ceux qui font de la nutrition, mais ça reste une petite partie de la population. Mais alors du coup, les gens qui s'intéressent, qui découvrent, qui ont envie, on a un bébé qui arrive dans la famille, en fait, qu'est-ce qu'on va faire de bien pour bien le nourrir ? Alors maintenant, ça amène des tas de questions. Ça, c'est des questions qu'on a énormément, nous, dans les magasins, là, depuis une petite décennie, quoi. Ça a énormément bougé. Et c'est vrai que les enquêtes montrent aussi que les consommateurs attendent de plus en plus des marques et des entreprises qu'elles participent au bien commun. C'est plus l'apanage des institutions publiques, des associations, des ONG. Les entreprises ont aussi un rôle à jouer dans le bien commun. Et dans ce contexte-là, les entreprises qui nous nourrissent ou qui nous distribuent des produits, on attend d'elles qu'elles nous aident à mieux manger et à consommer de manière plus responsable. La grande distribution a compris ce cheminement et fait des efforts pour effectivement modifier certaines offres en linéaire. Les marques de grande consommation sont pas mal challengées et autour des emballages également ont du travail à faire. On a fait une étude l'année dernière chez Kantar autour de justement la perception que les consommateurs avaient de certaines marques sur leur impact environnemental et les résultats étaient assez ambivalents, c'est-à-dire que il y avait assez peu de marques qui étaient jugées sincères et responsables sur leurs engagements par rapport à ça. Les marques de la grande distribution s'en tiraient pas trop mal, mais tout ce qui concernait la grande consommation était encore assez attaqué sur la question des déchets, notamment du plastique, qui est un vrai sujet, de la qualité nutritionnelle. Les scandales sanitaires sont passés par là et effectivement, il y a nécessité pour les marques de renouer la confiance avec le consommateur. Quand vous parlez de suspicion, ça veut dire que les grandes marques comme ça qui communiquent sont taxées ou peuvent être taxées de greenwashing, par exemple, de verdir un peu leur image, oui, alors que c'est pas la vraie réalité finalement. Disons que ça, effectivement, quand on commence à communiquer sur ce qu'on fait en termes de durabilité, de RSE, il faut effectivement avoir des preuves à apporter puisque les consommateurs sont très informés. Ils ont toute une série d'outils qui leur permettent de vérifier et ça ne fait pas illusion très longtemps quand on a un discours qui n'est pas en cohérence avec ses actes.
Le consommateur, bien sûr, Exactement. est un expert. On ne peut plus le tromper, notamment avec l'apport effectivement du digital. Tiens, le digital, justement, il y a des grands groupes, même des grands, parmi les GAFA, qui s'intéressent à ce monde de la distribution et du retail, notamment avec l'acquisition de Whole Food Market pour Amazon. C'était un coup de tabac. Déjà, c'était une acquisition relativement chère, en plusieurs milliards de dollars. Là aussi, ça dit quoi de ce monde qui est en train de se transformer? C'est un relais de croissance? Ils ont acheté une image ou c'est vraiment un nouveau canal de distribution pour une grande marque comme ça? Et moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi des gens qui sont sur les réseaux rachètent des murs? C'est quand même assez étonnant comme démarche, en fait. Donc, ça veut dire que, pour moi, ça dit quelque chose de l'avenir de la vente sur Internet de la part de ceux qui la pratiquent eux-mêmes. En fait, justement, c'est l'enjeu de cette transformation. Parce que c'est une vraie question pour les grandes enseignes aujourd'hui et la distribution en général. Mais bon, si on passe justement de ce contre-modèle qui est du click au brick and mortar, ça veut dire que demain, on a besoin d'un lieu physique quand même où présenter ou distribuer ses produits. C'est-à-dire que le consommateur va peut-être une partie de ses achats les faire par Internet, etc., mais a besoin, de ce qu'on disait tout à l'heure, de ce lien humain, de ce conseil, de cette rencontre, de ce lieu de vie que devient progressivement le lieu d'achat pour faire ses courses et pour sa consommation. Oui, surtout qu'on parle grande distribution, évidemment, on est dans la sphère économique, mais il ne faut pas oublier les marchés. Les marchés qui ont le vent en poupe, il y en a de plus en plus, et ils ne désemplissent pas. Oui, j'avais fait une étude il y a 1 an et demi en demandant aux consommateurs s'ils allaient plus souvent ou moins souvent qu'avant dans toute une série d'enseignes, et ce qui prenait de l'ampleur, c'était les commerces de proximité et Internet. Les supermarchés stagnaient et les marchés traditionnels augmentaient légèrement, mais en tout cas n'étaient pas du tout en décroissance. Donc du coup, les deux canaux. Oui, les deux canaux. Et puis en plus, sur la vente du numérique par Internet, il y a un sujet qui est en train de monter sérieusement, c'est les emballages. Et tout ce que ça produit comme déchets. Alors que précisément la société civile, notamment les jeunes, etc., les jeunes familles, se posent et se préoccupent énormément de consommer avec moins de déchets, etc. Du coup, l'achat sur Internet, ça pose un sacré problème. Surtout sur les produits frais, parce que là, en termes d'emballage, on est servi. Donc il y a cette cohérence aussi qui se pose et qui vient en incohérence dans l'esprit des consommateurs, en se disant, mais oui, mais quand j'achète par Internet, qu'on en reçoit un colis, ou un objet ou un bien d'une petite taille, on a un carton qui est absolument, etc. Et ça, maintenant, ça commence à être un vrai sujet de discussion sur les réseaux sociaux. On voit énormément de réactions par rapport à ça. L'emballage et le coût du transport aussi, le coût du dernier kilomètre, qui n'en finit pas d'augmenter, notamment dans les grandes villes. Alors, finalement, on a vu le consommateur qui est devenu expert, qui est de plus en plus informé. Quelle serait finalement la stratégie idéale si on veut prendre ce nouveau virage, si une entreprise justement de distribution veut prendre ce nouveau virage? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait faire idéalement? J'ai dit tout à l'heure, je crois, réenchanter un petit peu l'expérience dans les grandes surfaces, notamment si je pense à une marque de grande distribution. Voilà, on est à la fin de l'époque où le modèle de la grande distribution, où chacun poussait son caddie dans une allée assez déshumanisée, ça c'est plutôt terminé. Il faut sans doute remettre de l'humain, du vrac, du frais, de la qualité, du conseil au sein de ces enseignes de grande distribution, puisque c'est ça qui différenciera effectivement ces enseignes-là des géants du web, qui ont eux par contre en termes de prix et de choix un avantage concurrentiel très net sur le physique. Mais par contre remettre du produit frais, de l'humain, et réduire aussi les tailles. En fait, quand on regarde le détail, quand on parle de grande distribution, le modèle qui souffre vraiment, c'est l'hypermarché. C'est les grands qui ont aussi des linéaires pour les produits blancs, tout ce qui est électroménager, etc. C'est l'hypermarché qui souffre le plus. Le supermarché encore est assez préservé dès lors qu'il a une taille relativement, on va dire, humaine, et notamment parce que il attire encore notamment les seniors qui boudent les hypermarchés. Donc il y a un enjeu de taille. Il faut avoir une taille assez humaine. De l'humain, des commerçants, des conseillers, des produits frais, des étals, de l'épicerie en fait.
Oui, sauf que tout cela coûte cher. On va voir comment, maintenant, c'est la quadrature du cercle, comment effectivement ça peut coexister. On sait qu'effectivement, dans la distribution notamment, là, pour le coup, les salaires sont assez bas, des personnels forcément pas toujours très formés, avec un gros turnover. C'est tous ces enjeux aussi qui sont compliqués pour toutes ces enseignes. C'est pas le cas chez Biocop ou aussi puis, vous avez le même sujet. Pour compléter, moi je pense qu'il y a les modèles de distribution qui ont un avenir pour moi, c'est ceux qui vont se préoccuper de où viennent les produits, de la proximité des produits, de leur capacité à s'approvisionner dans des filières locales ou pour le moins françaises, et d'avoir un lien avec leur territoire économique, avec leur bassin d'emploi et avec leurs consommateurs. Pour moi, c'est un lieu maintenant, ce qu'on appelle couramment le territoire. C'est un mot qui est arrivé énormément dans le monde, dans le modèle, le raisonnement économique, etc. Et là, il y a un vrai enjeu. Donc pour moi, les modèles de distribution qui vont être plébiscités demain, c'est ceux qui seront capables de faire la démonstration, qui sont inclus dans ce modèle d'économie-là et qui ne sont pas dans le modèle de l'importation, du bas prix à n'importe quel prix, notamment à n'importe quel prix social et environnemental, etc. etc. Donc, aussi le problème du partage de la valeur, notamment pour nos paysans, nos agriculteurs, qui doivent produire au juste prix. Et on voit d'ailleurs toute une gamme de nouveaux produits qui prônent ce juste prix. Et en plus, le consommateur est en train de suivre le mouvement. C'est ça. Pour ceux qui peuvent évidemment se le permettre. Et puis quand on est dans ce modèle d'approvisionnement, les conséquences derrière, c'est tout ce qui protège les biens communs de l'humanité. C'est-à-dire que la pollution de l'eau, aujourd'hui, c'est un sujet quand même. Et les modèles de production et de consommation qui iront dans le sens de la protection de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, de la fertilité des sols quand on est dans l'agriculture et les consommations alimentaires, qui est extrêmement important, c'est des sujets qui vont venir de plus en plus dans le mode de consommation et vers qui je me tourne pour consommer et donc vers quel distributeur je vais avoir affaire pour pouvoir être écouté, entendu sur ces questions-là. Surtout qu'aujourd'hui vous êtes poli, Claude Gruffat, mais vous parlez même d'empoisonnement de nos sols avec effectivement, alors les quantités ont baissé au niveau de tout ce qu'on utilise comme agrochimie. Néanmoins, on peut encore faire des efforts. Baissé hier ou avant-hier, il y a un chiffre qui est sorti qu'on avait utilisé 18% de pesticides en plus en 2019 qu'en 2018. Encore pas dans la baisse. Et ça, dans le monde des consommateurs, c'est des chocs. On parlait des risques à certains moments sur l'avenir, etc. Moi, je pense que la profession agricole, aujourd'hui, conventionnelle, qui résiste à l'évolution, et on peut comprendre, il y a des tas de raisons pour ça, elle n'a plus la main sur le manche de l'agenda d'évolution du modèle de l'agriculture. C'est les consommateurs qui vont pousser les choses et qui vont tourner le dos progressivement de plus en plus à certains modèles de production d'hier pour passer à autre chose et à d'autres modes. Alors la bio en est un modèle, l'agroforesterie en est un autre, etc. Mais il y a des tas de modèles nouveaux qui sont à naître, mais en tout cas ça va être sans la chimie. Et ça sera évidemment étudié. Christelle, vous vouliez ajouter un mot ? Oui, sur les modèles de distribution, il y a aussi, je crois beaucoup aux magasins spécialisés, puisqu'on voit que les succès ces dernières années ont été surtout portés par des enseignes spécialisées, soit qu'elles soient spécialisées dans le bio, soit qu'elles soient spécialisées sur les produits frais. Je pense à l'enseigne Grand Frais qui a une croissance de 12% de son activité, je crois, sur l'année 2018, puisque justement la spécialisation correspond aussi à un besoin du consommateur, de conseils et de personnalisation aussi. Il y a des besoins un petit peu plus, on va dire, qualitatifs et complexes qu'à l'époque du hyper où on avait plutôt de la masse et du prix bas. On en est revenu effectivement de ces modèles. On va ouvrir le débat au public si vous le voulez bien. Je suis sûr que vous avez de nombreuses questions. Je fais suite en tout cas en attendant que les mains se lèvent. Christelle Fumet, est-ce que vous pensez justement qu'après tout ce que vous avez dit, c'est la fin des hypermarchés programmés ? Non, je pense pas du tout. Je crois que ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on annonce la fin des supermarchés. Des hyper. Ou des hypermarchés. Alors, les hypermarchés, oui, je pense que c'est en tout cas la fin du modèle dominant. Il continuera à y avoir peut-être quelques grands hypermarchés, mais je crois plutôt à l'avenir des surfaces moyennes. Le supermarché n'est pas mort, le hypermarché peut-être un peu plus. Mais la grande distribution, en tout cas, a de beaux jours devant elle. Est-ce qu'on a une première question ? Le président a une question, président d'Ecofi, Pierre Valentin. Oui, ma question ne porte pas tant sur la distribution que sur les marques de grande consommation. Ces marques, aujourd'hui, ont une envergure mondiale et elles ont quand même beaucoup de mal à se relier au local. Donc, quelle serait la stratégie que vous conseilleriez
à ces grandes marques type Danone, Unilever, etc. Conseiller Danone, Unilever, Carrefour. Moi, j'ai pas de conseils à leur donner, bien sûr, mais moi, mon regard, c'est que j'ai l'impression que demain, c'est pas les marques qui seront le plus plébiscitées par le monde de la consommation globalement, mais c'est l'engagement des enseignes à porter ce qu'elles portent. On a les produits à marque propre des grandes enseignes, etc., qui ont une meilleure image, vous l'avez dit tout à l'heure, par rapport à certaines marques sur certains sujets. C'est l'enseigne qui s'engage dans son process, dans ce qu'elle fait. On l'a vécu fort chez Biocop, ça, en fait. C'est sur tous les produits à marque propre qu'on a fait, parce que notre cahier des charges est extrêmement exigeant. On le communique, il est transparent, il est sur l'étiquette, les consommateurs peuvent le consulter. Et du coup c'était plus l'engagement de l'enseigne que réellement de la marque, même si en bio, on connaît tout un tas de marques qui sont historiques, qui durent et qui ont une belle image, etc. Ça ne va pas disparaître. Mais globalement, je pense que cet aspect-là va prendre une certaine place, en tout cas à mon avis, dans le paysage dans l'avenir. Une question justement sur... on parlait tout à l'heure de déconsommation ou décroissance. Est-ce que justement, quand on achète moins d'alimentaire, on se reporte sur autre chose ? Voilà, avec évidemment le pouvoir d'achat, on le sait, est contenu, on est obligé de faire des choix. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se fait l'alimentation au détriment de quelque chose d'autre qui progresse fortement chez les ménages ? Alors non, on avait noté lors de la crise de 2008 qu'effectivement il y avait eu un peu une réduction des dépenses alimentaires pour continuer à consommer d'autres biens, notamment les téléviseurs, enfin voilà, à pouvoir acheter d'autres choses. Là, c'est différent. C'est vraiment en fait je parlerai pas de décroissance puisque comme on l'a vu en valeur, le chiffre d'affaires continue à progresser, mais c'est plutôt de la déconsommation dans le sens où on consomme moins, mais on consomme des produits de meilleure qualité et c'est un choix. C'est pas quelque chose de subi, si ce n'est par les industriels, mais en tout cas pour les consommateurs, ce ne sont pas des choix subis, c'est vraiment plutôt un choix de mieux consommer en termes de qualité et de traçabilité pour sa santé, pour son bien-être, et c'est pas du tout juste lié à un problème de portefeuille ou de porte-monnaie. Christophe Gessler. Oui, on s'est surtout concentré sur la consommation de produits alimentaires, mais est-ce que vous avez des commentaires à faire sur les consommations d'autres biens, comme par exemple, je pense aux matériaux de construction, où on voit maintenant de la laine de chanvre qui progressivement remplace la laine de verre traditionnelle, ou dans l'habillement aussi, parce que dans l'habillement, il est facile d'être contre le synthétique, mais c'est pas si simple, parce que le coton, ça peut être un désastre écologique aussi. Surtout s'il n'est pas en bio. Ce qui est vrai, c'est la production agricole la plus polluante dans sa phase de production, c'est clair. Alors moi, c'est pas mon expertise, mais ce que je vois dans la construction, c'est une évolution majeure des préoccupations aussi de matériaux renouvelables pour l'habitat, pas que. On a des bâtiments aussi d'artisanat, industriel, etc., qui se construisent de plus en plus avec l'ossature bois. L'ossature bois monte énormément dans le monde de la construction, y compris dans les grandes constructions. Donc ça, c'est plutôt nouveau. Dire que ça date des 5 dernières années. Et la préoccupation des consommateurs dans leur habitat, sur la qualité de ce qu'ils utilisent dans la peinture à l'intérieur, tout le traitement du bois, etc., sont des choses qui sont en train de bouger à une très très grande vitesse dans ce sens-là, c'est clair. Et quand je vois, si on prend en France, des régions qui sont plus avancées sur l'esprit écolo, la Bretagne, puisqu'ils sont allés très loin dans l'autre sens à un moment donné. Donc le coup de balancier maintenant, c'est qu'ils sont plus gros consommateurs de bio. L'évolution de l'habitat écologique est énorme sur cette région-là, énorme. Ça bouge très vite. D'autres régions en France suivent, c'est pas, mais je prends cette image parce qu'on voit que là, il y a une conscience, qu'il y a une préoccupation, et que du coup, ça embarque un mouvement important. Question au fond, monsieur. Oui, on a beaucoup parlé d'alimentation. Il y a quand même d'autres produits de grande consommation. Et est-ce que vous avez, pareil, des tendances de marché sur la cosmétique, les produits d'entretien, enfin, toute la grande consommation de façon générale ? Alors, effectivement, et je vais reboucler aussi sur la question de l'habillement,
on voit aussi sur les produits du quotidien autour de l'hygiène et de l'entretien une tendance à la baisse, mais qui est moins marquée que sur les produits d'alimentation. Je dirais qu'on a peut-être été en avance de phase sur l'alimentation, et là on commence à voir aussi un basculement des pratiques sur les produits d'entretien, avec une conscience un petit peu plus forte pour le do-it-yourself aussi. Il y a beaucoup de foyers, enfin il y a des foyers qui commencent à faire leur lessive, etc. C'est-à-dire qu'on arrête le plat préparé, on fait sa propre cuisine. Peut-être que demain on va arrêter aussi la lessive en bouteille et faire sa propre lessive. Mais on n'en est qu'aux prémices, mais on voit frémir effectivement des tendances par rapport à ça. Et sur l'habillement, alors quelques-uns vont coudre leurs propres habits, mais c'est surtout plutôt le marché de la seconde main qui se développe, mais là aussi on en est qu'aux prémices, mais ça peut effectivement être le signe d'une tendance à plus long terme sur ces deux secteurs que sont l'habillement et le produit d'entretien du quotidien. Et sur la cosmétique, il y a un basculement des grandes marques de cosmétiques pour la création de gammes en bio, mais c'est phénoménal. C'est là, en 6-7 ans, ils y sont tous. Avant, ça n'existait pas du tout. C'était juste des niches chez nous, les magasins spécialisés. Là, maintenant, ça envahit toutes les parapharmacies. Vous avez toutes les marques qui ont leur gamme, etc. Là, ça a pris un vrai essor. Alors, je ne sais pas pourquoi chez Unilever, il n'y a pas le même essor sur d'autres produits de consommation, mais en tout cas, sur cette partie cosmétique, etc., là, ça a pris une vraie place. On a l'impression qu'ils y viendront avec la pression, évidemment, du consommateur. Oui, on va prendre une dernière question. Réponse rapide également. Oui, bonjour, bonsoir. Dans nos métiers de la finance actuellement, c'est un peu la mode des labels. Il y a des labels ISR, il y a des labels Greenfin. Donc, est-ce que vous pourriez refaire un petit point sur les labels bio ? On voit qu'il faut attendre 2020 pour que des tomates qui sont cultivées sous serre perdent le label bio. Comment est-ce que vous voyez les labels évoluer au niveau réglementation ? Comment fixer entre circuit court, vraie agriculture biologique ? Comment vous voyez les labels dans votre marché ? Alors, en bio, il y a un label cahier des charges cadre, c'est le label européen, l'Eurofeuille plutôt, parce que faut justement pas faire la confusion. Le logo AB égale l'Eurofeuille, donc il n'a pas de spécificité nationale, comme beaucoup de consommateurs le croient encore d'ailleurs. Et alors ça, c'est une première chose. Après, il y a des cahiers des charges privés qui complètent ça. Donc il y a Biocohérence en France, il y a la biodynamie, il y a Nature et Progrès. Enfin bon, il y a quelques cahiers des charges comme ça qui amènent des plus. Pour ce qui est la question des labels, le paysage est assez simple. Après, il y a derrière toute la certification qui doit être importante, sérieuse, et qui l'est en Europe, parce que la réglementation européenne est très ferme et très dure là-dessus. Donc toute la partie contrôle, certification, agrément et accréditation des organismes de contrôle européens, etc. Là, il y a une chaîne qui marche plutôt bien et qui a énormément fiabilisé les filières bio. Vous n'entendez plus parler de scandales de faux bio, de trucs comme ça. Parce que le monde du contrôle et de la certification en Europe s'est énormément structuré, échange ses chiffres. Aujourd'hui, à la fin des campagnes de production, on est capable de dire combien de tonnes de blé dur on a fait, donc combien de tonnes de produits on va retrouver sur le marché. Sinon, s'il y en a plus, il y aura un problème. Donc ça, maintenant, c'est structuré, c'est cadré. Après, pour moi, la question des labels, souvent on m'a posé la question en disant pourquoi on ne labellise pas le fait qu'il faut être plus dans le commerce équitable ou la relation juste. Pourquoi on ne labellise pas la question des transports, d'environnement, etc. Dans la bio, j'entends dans mon monde que pour moi, tout ne peut pas se labelliser. Le comportement des acteurs ne se labellisera pas. Le label, c'est un cahier des charges cadre, et après, chaque acteur vient fortement, pour ce que j'ai connu chez Biocop, parce qu'on s'est fortement engagé sur les questions de cohérence environnementale, pas de transport par avion, etc. Sur des questions de cohérence d'origine des matières premières, nous, on ne fait pas d'hémisphère sud, par exemple, parce qu'on trouve tout dans le nord, donc c'est plus près, donc c'est plus cohérent pour le poids de CO2 dans l'assiette du consommateur. On a arrêté l'eau en bouteille plastique, ce qui n'a rien à voir avec l'alimentaire, mais c'est la question de la cohérence écologique de la démarche globale qu'on porte quand on porte la bio. C'est pas juste le cœur d'un cahier des charges. Donc il y a beaucoup de choses autour.
Pas de tomates sous serre. Pas de tomates sous serre chauffée depuis toujours, parce que c'est justement incohérent. Et aujourd'hui, on en est même à dire pas de tomates sous serre chauffée solaire, pour ne pas rentrer dans du désaisonnement trop fort qui tue le prix de campagne d'un produit comme la tomate, etc. Parce que le début de saison est plus cher, la fin de saison n'est pas assez pour le producteur, mais c'est la moyenne entre le début et la fin qui fait que ça peut passer, qu'économiquement ça marche. Alors si on tue le début, on tue tout. Du coup, il faut aussi prendre... Donc, ouais, avec quelque chose, on pourrait dire, bon, la serre chauffée solaire, pourquoi pas ? Oui, mais c'est pas anodin dans la démarche. Donc c'est des choses qui sont... alors évidemment, surtout pas avec du pétrole, parce que là... Bon, on compte sur vous, Claude Gruffin, en tout cas, pour défendre toutes ces belles convictions à Bruxelles dans quelques semaines, mois, années, ça dépend du Brexit, évidemment, c'est un autre sujet. Merci en tout cas, je crois qu'on peut les applaudir. Christelle Fumet, la directrice adjointe de Brand Stratégie guidante chez Kantar, et Claude Gruffin, donc ancien patron de Biocop. Merci, messieurs, dames.